sois douce et solitaire aussi. Sacha est devenu influenceur. Et du coup, là, c'est pour sa commu. Je vais finir sur TikTok, quoi. Non. Alors, sache que si, on est aussi sur TikTok. La dernière fois, on a pété en organique un reel sur un plantage de boîtes à 1 400 000 écoutes. Joli. C'était pas mal. C'est notre meilleur score jusqu'ici. Beaucoup plus que les longues heures passées avec les entrepreneurs qu'on reçoit dans Cash Out. C'est qu'en cumulé. Allez, on se tait 2 secondes. Tu le prendras toi-même. Oh, rien ne sera jamais facile. Il y aura des moments maudits. Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne. Et toi seul en sauras le prix. C'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Et à ton envie, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance. Je le précise pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, on n'est pas juste des amateurs de musique, on est d'abord des amateurs d'entrepreneurs, mais pour parler du moment de la vente des boîtes, c'est des moments très émotionnels, et pour chaque moment clé des sessions d'entreprise, on demande aux entrepreneurs de nous mettre une musique pour nous replonger dans cette émotion, celle qu'ils ont ressentie, et donc je suis pas du tout en train de me défausser du choix de la musique. C'est un peu ce que je comprenais quand même. C'est un peu ce que je comprenais. Et je me suis dit en même temps, laisser penser que tu fais un podcast musical en démarrant par C'est ta chance, alors c'est flatteur pour mon choix, mais ça me paraissait quand même un peu périlleux. Alors, nous sommes le 24 octobre 1983. Voilà, et là ça marche. Et ça fonctionne. Il est 9h. On est donc dans Cash Out pour parler de session. J'ai le plaisir de retrouver mon fidèle compère Sacha Doliner pour Neumann. Ravi de t'avoir avec moi. Salut Thomas. On s'habitue également. On s'habitue. Avec nous également Adrien Prieur. Bonjour Adrien. Bonjour, comment vas-tu ? Eh ben, ça va super. C'est gentil de demander. On me demande pas toujours. Ça va très bien. Je rappelle que tu es banquier privé chez notre partenaire Neufliso BC. Et évidemment, vous avez entendu sa voix. Vous avez entendu son choix de chansons. On a le plaisir de retrouver Quentin Guilhuy. Bonjour. Voilà, les choix pleinement assumés. Merci en tout cas à tous les deux pour l'invitation. Bienvenue. C'est gentil de pas t'être barré après mon intro, parce que sinon il a encore temps. L'histoire, oui. Non, c'est ta chance. C'est un choix que t'as fait pour parler de ta vie, ou c'est un choix que t'as fait pour parler, et c'est peut-être un peu les deux, de cette histoire de session. Ouais, c'est vraiment les deux. Alors déjà, j'ai grandi bercé par Goldman, mais à un point vraiment au-delà des gens de ma génération, comme je suis né en 89, mais je suis resté vraiment très fan, même pendant Anjaro, alors qu'on l'a lancé en 2015. J'ai eu des périodes où j'ai beaucoup écouté Goldman, et je sais pas si ça se voyait, je le voyais dans mon regard, mais j'ai une vraie tendresse pour cette chanson, et enfin, ça active vite un peu de mélancolie chez moi, quoi. C'est parce que je crois que j'ai été éduqué dans des valeurs un peu de gauche goldmanienne, de un peu le côté tu te crées tes chances, Et t'es allé au bout de tes rêves? Et est-ce que non, vraiment pas parce que je place plus trop, on y reviendra peut-être, mais je place plus trop l'entrepreneuriat comme un quelque chose qui soit particulièrement comment dire, une forme d'accomplissement de ma vie en tant que tel. Le jour où je fais le bilan, je sais pas à quel point finalement cette partie Anjaro et tout, j'ai envie que ça compte plus que d'autres choses. Ouais. Bizarrement. Oui, ton cabis sera pas ton enterrement. Mon cabis sera pas mon enterrement. Ouais. Écoute, c'est une belle façon de me dire. Mets-le dans ma poche arrière. Mais ça reste quand même on parle toujours du chemin plus que de l'arrivée. Donc l'arrivée c'est une chose, mais le chemin et ce qu'on y vit reste quelque chose d'hors norme, au sens pas inatteignable, mais de quelque chose qui sort aussi un peu de la norme. Non, ça, le chemin, c'est sûr. Et je crois que ce qui me ravit le plus dans toute cette aventure, c'est plutôt
quasiment l'adulte, parce qu'avec mes associés, pour plein de raisons, on est devenus adultes quasiment. On a monté la boîte à 25 balais, j'en ai eu l'idée, on avait 24, je crois. Donc ça nous a un peu formés sur un certain nombre de valeurs. Ça nous a fait nous poser des questions qu'on se pose pas aussi vite. Ouais, ça questionne beaucoup de choses sur l'homme ou la femme que t'es. Ah ouais, très vite. La manière dont tu fais des choix. Ouais. Ce que tu mets en avant, t'as vite une notion une notion un peu d'éthique de comment tu veux gagner. Avec quelles règles du jeu tu veux gagner dans des moments parfois en sachant que tu es pas maître de toutes les règles du jeu. Non, mais justement, c'est peut-être les moments où les choix sont les plus forts. Un truc que j'ai tendance à vachement reprocher parfois à des gens, c'est que c'est très facile d'affirmer des choses. C'est plus difficile de les confirmer dans le money time. Et ça, typiquement, c'est une valeur qui est devenue extrêmement forte chez moi. Ça m'agace, un truc bête, mais je suis un peu de sport. Petit message à mes copains qui m'écouteront et qui m'ont planté de temps en temps, mais quand on se dit qu'on va faire, je sais pas, une course ensemble, un marathon ou que sais-je, 6 mois avant et que 2 semaines avant, tu reçois un message en disant « finalement, j'ai pas fait la prépa, j'y vais pas ». Donc tu vois, ce genre de choses qui évidemment là sont anecdotiques, mais cette valeur cette consistance. Je me suis engagé, j'y vais. Et même, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que quand on affirme des valeurs, j'attends assez fortement que les comportements suivent des gens que je côtoie. Ouais. C'est devenu extrêmement important pour moi. Je sais pas comment faire la suite, donc transition un peu pourrie, mais ce qui est pas le plus important, mais ce qui est important quand même, en tout cas pour projeter ce monde d'entrepreneurs, de sessions, de M&A. Il y a quand même toujours cette question de la valo. Alors il y a la presse qui a évoqué une valo de entre 50 et 150 millions, donc ça c'est large. Ouais, la presse est flatteuse. Et moi j'avais des sources qui me disaient plutôt entre 30 et 60. Bon, je vois comme beaucoup tu commandes pas. Voilà. Ok. Généralement on se trompe pas trop. Ce que j'ai pas dit, c'est que la boîte que t'as montée, elle s'appelait WeTeam, elle est devenue Anjaro, elle a été revendue au groupe Silae, détenu par Silver Lake. C'est ça. Et sans regarder l'écran. Hein. Ça, je m'améliore d'épisode en épisode. Si tu devais résumer l'aventure là dont on va parler en un mot, comme ça on fait un peu de teasing. En un mot, en 2 mots. Elle est déjà super compliquée ta question. Je crois que c'est, il y a un vrai côté. Le mot c'est pas un peu rocambolesque, mais c'est. Je trouve qu'on a. C'est un enchaînement de sprints. Je sais pas comment trop le dire autrement. C'est du sprint permanent ? Un peu. Toujours cette sensation, on y viendra, mais d'avoir dû courir assez vite, ouais. Ouais. Eh ben nous on court vers le jour J, celui de la signature, et là je viens de voir ce qu'on avait comme son, et ça va nous mettre bien, en tout cas moi ça va me mettre bien. C'est mieux que Goldman ? C'est pas mieux, c'est plus récent dans ma playlist, mais j'aime bien Goldman aussi. Mais parfois, effectivement, on peut être seul avec du monde autour. Orelsan. Tiens, par exemple, là, vous êtes là, je me sens seul. Sympa. J'ai dit que je ferais toutes les transitions hasardeuses. Ouais. Hein. Non, ça c'est un son qui s'écoute seul mais qui se partage aussi. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans, où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen, où ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. En chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouze au mini-golf. On vit avant d'avoir des gosses, ouais.
ensemble comme alcool et clope. J'm'en branle, j'écoute que de la K-pop, trottinette électrique de cross, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe, j'fais que de me faire péter la gueule. On retrouve les gars parlent de vrais trucs, j'en la vérité sur les meufs. J'me lève à 8h pour écrire, j'suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante au Dédé, Ademo c'est ma sœur. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons. Donc la vie est belle. Mais là on parle du jour du closing. On dit toujours il y avait qui autour de la table, donc il y a du monde. Eh ben, en fait, non. Non. Non, en fait, c'est un closing qui a été hyper particulier, sur lequel on dépendait d'un signataire côté Silae, qui était un peu occupé. Et donc, en fait, sa signature un peu attendue, elle s'est étalée sur... je me souviens plus, mais je pense que ça se compte en jours. À tel point qu'au moment où il a signé... Je sais plus quel rendez-vous perso pour le coup j'avais eu, mais ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvé, je sais pas... 13 heures chez moi potentiellement à voir que ça y est il l'avait enfin signé, enfin un truc hyper bizarre, un peu triste au final d'une certaine manière, et en même temps j'ai un souvenir, quand je repense à ce moment-là, alors que c'était le process avait été long, avait été difficile et tout, comme souvent, je le vois pas particulièrement comme une déception, parce que derrière je me suis bien rattrapé, il y a eu plein de bons moments. Mais ce moment-là, en fait, le fait qu'il y avait pas... Soit pas avec un marqueur... Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on savait pas trop, ma femme, elle est pas restée en télétravail, elle est partie bosser au bout d'un moment, comme tout le monde. Mes avocats, ils savaient pas trop dont ils avaient des rendez-vous. La banque d'affaires, pareil. Les salariés, faut bien que le business y continue. Donc finalement, il y avait pas ce moment marquant de on va signer dans telle salle, tel jour, telle heure, en fait. Ça a été hyper bizarre. Et je me rappelle, parce que pour la petite blague, moi, je suis donc... je suis dans un monde un peu populo, quoi, et en Champagne m'éclate pas particulièrement, et donc j'ai fini par ouvrir le frigo tout seul chez moi, comme un con, quoi. Pierre. Et en fait, j'ai fini par commander des bières Anno Stocké, qui sont des bières du Nord à côté de chez mes parents, et à me la faire livrer en me disant, mais en fait, je crois qu'il va signer bientôt, je sais plus pourquoi, j'avais eu un signal qui, voilà. Et de me faire livrer via je sais plus quel truc de livraison, une ou deux bières que j'ai foutu au frigo en mode tu t'ouvriras ça tout à l'heure. Est-ce qu'à la fin au moins elle était fraîche? Et oui, pour info, ça bizarrement j'avais fait parce gaffe. Que là ça aurait vraiment été seul. Mais ça a pas été un... Mais donc c'est une semaine. Ouais, c'est assez bizarre. C'est étalé sur une semaine. C'est une semaine un peu bizarre, quoi, parce que... Hors du temps. T'as pas eu un moment où tu t'es dit tout va basculer aujourd'hui Non. C'est-à-dire que tous les matins, mais comme à chaque fois on est le jour du réveil, celui où tu pars signer, c'est-à-dire que tous les matins, un jour sans tu fin. Te lèves, tu dis aujourd'hui est peut-être le jour, mais peut-être que c'est comme hier. Et donc pas le jour. C'est vrai qu'il y a un petit côté un jour sans fin, complètement. T'as appris le piano à la fin ou pas? J'ai fini par séduire ma femme aussi. Andy McDowell. Exactement. Non, mais ce qui s'est passé, c'est, en tout cas à l'époque, la façon dont je le vivais, c'était un peu plus stressant. Moi, j'avais plutôt peur de dépendre d'un retournement de situation quelconque, parce qu'on venait de passer vraiment on était dans une période économique assez palpitante, on va le dire comme ça, et j'avais peur qu'il me retombe un truc. Il y avait un moment, c'était vraiment, j'avais ce côté, mais qu'on en finisse. Qu'est-ce qui va encore tomber, quoi. C'est pour ça qu'un closing, en général, ça s'appelle closing. C'est l'instant de raison où tout est signé, tous les transferts sont faits. Et quand ça traîne, forcément, t'es un peu stressé, quoi. Pardon, je reste sur cette semaine. C'est-à-dire que globalement, là, toutes les discussions sont arrêtées. Il ne manque qu'une signature, ou ça continue de négocier? Ça fait un moment que toutes les discussions sont arrêtées. Ça fait au moins une semaine, je dirais, parce que si je me trompe pas, on a déjà présenté Silae aux équipes à ce moment-là, donc il y a un vrai... Ah oui, là il... Ouais, donc alors légalement tu peux toujours, mais c'est vrai que c'était bien engagé, quoi, mais j'avais cette crainte, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Ah ouais, il y avait vraiment ce côté très désagréable. Il a dû se faire harceler, ce monsieur, non, par les avocats, les banquiers. Il manquait sa signature, quoi. Ouais, mais tu te doutes que, on n'avait pas forcément de contact direct. Mais c'était assez angoissant. Mais justement,
on va dire que cette phase-là, c'est une semaine. Pendant toute la semaine, personne ne bouge, pardon, où il y a des tentatives plus ou moins smart de se dire. Non, bien sûr, on relance, voilà, les gens relancent, il y a pas de question. C'est juste un process où finalement, et on reviendra à mon avis sur ce sujet-là, t'as le management de l'acheteur, et puis évidemment, en l'occurrence, ils sont détenus par un fonds, et donc le fonds, il a plein de participations, plein de bonnes raisons d'avoir d'autres choses à faire que de signer. Oui, c'est pas le seul. Ouais. Alors j'anticipe peut-être un peu, je spoil peut-être un peu. Mais Sacha, que fais-tu? Thomas va pas me shooter. Mais du coup, il y a ce monsieur qui signe pour closer le deal, et puis après t'as tout un tas de gens qui attendent, j'imagine, dans les starting blocks pour commencer l'intégration des opérationnels, etc. Est-ce que de ce côté-là t'as pas des appels, des contacts avec des gens qui disent viens, on parle client, si. on parle. Si, c'est très désagréable. Ah ouais. C'est très désagréable, mais bon, c'est pas fait. Et agréable en même temps, parce que tu te dis que eux-mêmes ils estiment que le deal il est fait, même s'il n'y a pas une signature. Donc Ouais, et en même temps t'as toujours peur, et encore une fois période compliquée. Bon, ça fait 2 ans maintenant, donc maintenant je le vois avec pas mal de recul. La réalité, évidemment, c'est que c'est quand t'es dedans, c'est pas simple. Et franchement, c'est lourd dans le sens vraiment pesant, quoi. C'est assez pesant. Et à 13h, donc tu reçois cette signature. Ouais, grosso modo. T'es chez toi parce que t'avais un rendez-vous perso. Ouais. Et comment tu... Donc, j'imagine là, t'es pas en chemise, comment t'as... C'est bon, déjà je suis rarement en chemise, hein, mais pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ça fait pas exception aujourd'hui. Non, pour un closing en général, s'il y a une réunion, tu mets ta chemise, ou ça arrive en tout cas. Ouais, ça arrive. Il y en a qui le font. Mais là, vraiment bientôt 24 mois en arrière, il y a vraiment un côté un soulagement. C'est particulièrement ça qui prédomine. Je pense que je dois appeler ma femme. Et tout le monde reçoit le DocuSign, d'un coup tous ceux qui ont signé le reçoivent d'un coup copie complète sur leur téléphone, quoi. Comme YouSign est partenaire sur notre autre format, je vais dire qu'il y a une solution française. Et évidemment, et bien sûr, c'était peut-être sur YouSign. Et donc voilà, donc en gros ce qui se passe, c'est que tout le monde le reçoit, t'as les messages qui s'enclenchent. Et moi, très vite, à ce moment-là, encore une fois, il faut s'imaginer que ça pouvait être hier, ça pouvait même être la semaine dernière, ça pouvait être le week-end dernier. Et donc, en gros, je rameute les quelques copains, grosso modo, de longue date, et on fait ça. Et ça, pour le coup, je suis très content, mais le soir même, dans un petit bar à côté de chez moi, où avec ma femme, on a habité le quartier, c'est dans le 5e pendant 10 ans, et on s'est retrouvés là en terrasse, et voilà, payer une tournée, et... Donc c'était très simple parce que le calendrier a fait que, et puis je pense aussi parce que, enfin voilà, encore une fois, je regarde vraiment avec pas mal de tendresse cette journée-là, parce que c'était assez différent de la plupart des entrepreneurs, et en même temps ça ressemble pas mal à une belle façon de le célébrer le soir. C'était très cool avec les proches. Ouais. Et il y a un moment dans cette journée, donc après avoir reçu la signature, il y a un moment où il y a un flux d'argent, il y a un mouvement sur ton compte en banque. Ou ça se fait encore un autre moment, ça? Ouais, je pense qu'il arrive. Bon, après, les avocats me rassurent vachement à ce moment-là, donc je me pose pas trop la question. D'accord. Mais c'est fou comme l'argent, mon compte en banque dans les 6 mois qui ont suivi, je crois qu'on avait calculé, je l'ai regardé genre 2 ou 3 fois à peine. Enfin, j'ai eu très très peu ça a eu un impact très très faible sur moi. Donc il y a juste, je pense 2-3 jours après, je me suis connecté parce que là il y avait l'argent. Je comme fait tiens, ça fait beaucoup de zéros. C'est 30. Non, bah oui, il y a un petit côté un peu irréel, ouais. Quoi. Et mais ça a pas eu une importance si grande. Ce qui a eu plus d'importance, c'est quand on a décidé de déménager, d'avoir une maison. Là, ça a joué un peu plus parce que c'est matériel. Tu le vois. Pardon, souvent on n'en parle pas tant que ça, mais ou à la fin de l'épisode, mais quand t'as une somme d'argent comme ça qui tombe, ou quand tu sais qu'elle va tomber, tu te mets pas à regarder les maisons direct. Si, trop. moi j'ai commencé je pense que dans les moments où ça s'est tendu même, alors c'est marrant que tu parles de ça précisément parce que on en a visité même pendant la due deal
Ah ouais, mais alors là, en plus, tu te mets un je te truc. jinx genre, le truc. Ah, mais c'est pas possible. Mais en fait, ça c'était te motive aussi, non, ouais, d'aller au bout moi il y avait un côté un peu non mais, Ah, mais t'imagines la descente quand ça se fait pas? Si ça se fait pas? ouais, bah ça je l'ai compris derrière. Ouais. Parce que la semaine où t'attendais, je pensais. Exactement. Et où t'as comment on appelle ça, l'agent immobilier qui te relance alors? Mais en fait, c'est lourd là. je pense que rétrospectivement, Plus que les équipes pour l'intégration. oui, grave. Non mais rétrospectivement, je pense que j'étais tellement fatigué qu'au moment où j'ai commencé à toucher au but, j'ai un peu voulu me dire qu'est-ce qui va se passer, et en fait pas grand chose. Ouais. Parce que finalement on a pris le temps quand même un peu, enfin pas tant que ça, mais bref, c'est pas les maisons qu'on a visitées qu'on a. Ouais. Ouais, c'est un peu comme quand t'es fatigué et que tu regardes les vacances, quoi. Ouais. T'en peux plus, mais le fait de regarder les vacances, finalement, ça te... Oui, mais généralement, tu regardes pas des vacances pour aller visiter Mars quand t'as pas les moyens d'aller sur Mars. Ouais. Non, mais je vais dire que la redescente, si ça se fait pas, Bien sûr. tu vois, quand tu projettes tout ce que ça peut changer, pour moi, c'est comme les gens qui jouent au loto et qui imaginent tout ce qu'ils pourraient faire quand ils vont gagner. Sinon, à quoi ça sert de jouer au loto? Oui, très bien. Mais le soir, à chaque fois que les numéros sont pas là, t'as une déception. Donc, vaut mieux se dire à limite, je joue. Et Non, si ça tombe, c'est cool. Je pense que c'était, je sais pas exactement. On a fait ça tard, hein, évidemment, mais quand même, ouais, t'as fondamentalement raison, quoi. Mais je dis ça et je pense que t'es le premier. Enfin, je suis le premier à me projeter quand t'as des goals comme ça qui sont en train de se matérialiser ou de ce début de concrétiser. Non, mais je me rappelle maintenant parce qu'il faut remettre les choses à l'endroit. En fait, le truc, c'est que petit twist dans le scénario, ma femme était enceinte. Et donc il y avait ce petit truc en gros. De toute manière, il allait falloir. Et en fait, il allait falloir ouais. déménager. Et donc le truc, c'est vrai que quand t'es en due deal et compagnie, il y a un côté, anticipe quand même un minimum, parce que tu vas pas déménager de la même manière. Suite, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on avait plutôt choisi de visiter dans le scénario positif. Donc il y a quand même ce twist là. Maintenant, ça y est, je me remets un peu le fil parce que ça peut sembler super bizarre de dire il est fou le mec de non, en vrai, pareil. non, on en parlait avec Pierre-Henri de Ballon et lui, je crois que le premier truc c'était aller sur Belle Demeure ou Espace Atypique ou je sais plus quoi. Mais c'est ton deuxième enfant du coup qui était en cours. Ouais. Le ou la première, je sais pas à quel point, bref, à 1 ou 2 ans, le soir, tu rentres, même s'il comprend rien, est-ce que tu lui dis quelque chose? Il s'est passé quelque chose dans la vie de papa? Non. Non. Et ils le sauront. Il va falloir beaucoup de temps avant que je leur raconte ça, avec beaucoup de distance. C'est un truc, je ne veux pas que mes enfants m'identifient déjà à ça. Ouais. C'est un truc, c'est clair et net. À ça quoi, l'entrepreneur ou à ça alors l'argent, c'est sûr. Le compte en banque, ouais. Le compte en banque, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai même des problèmes avec les notions d'héritage et tout. Enfin, en vrai, je veux pas que mes enfants ils soient influencés par toute cette histoire. C'est comme ça. Et je comprends vraiment que pour d'autres, ce soit une autre façon de voir le truc. Hein. C'est vraiment perso. Et c'est pas, pour moi, c'est pas l'accomplissement principal. C'est pas j'ai pas beaucoup de valeur à transmettre derrière ça. C'est ça mon point en fait. Et donc, si jamais mes gamins ils doivent m'identifier à quoi que ce soit, forcément, je serais pas très fier. Voilà, c'est comme ça que je dois le formuler. Si jamais le premier mot qui leur vient, c'est entrepreneur ou alors autre chose. Après, on a dit qu'on était champion des parenthèses mais ce que tu as à laisser comme valeur, et je parle pas de valeur monétaire du compte en banque à la fin, mais de la valeur de ce que tu as mis dans ta boîte, des leçons aussi que tu as pu prendre d'une aventure de session, c'est des choses, moi je trouve, qui se partagent à ces gamins, tu vois. C'est l'effort, le travail, l'éthique, enfin il y a plein de choses à les tirer. Mais tu crois, enfin, c'est pas lié qu'aux entrepreneurs, mais ouais, voilà, c'est ça mon point. Moi, ce que j'ai, mais c'est ta vie. Et c'est ton expérience que tu peux partager. Je pense que l'expérience qui est un peu sympa à partager, c'est le fait d'être allé me créer en fait un écosystème dans lequel je suis heureux de me lever le matin, d'aller accomplir quelque chose. Et je pense aussi cette capacité de comprendre que
ton boulot du quotidien peut te permettre d'accomplir quelque chose d'un peu plus grand, une forme d'aventure si c'est ce qui t'anime. Et ça, mon point, c'est que finalement, si ça peut se faire à travers l'art, ça peut se faire à travers plein de choses. C'est le message que je veux leur passer, c'est prends-toi en main. Et ben c'est très marrant qu'on parle de ça maintenant de parenthèse en parenthèse, alors qu'on a démarré avec une musique d'Orelsan et que typiquement le docu ne montre jamais ça à personne, qui a fait son frangin. C'est une leçon d'entrepreneuriat, mais au sens un projet, un rêve, une envie, du travail, des coups que tu prends, et puis à la fin, tant mieux, là ça finit, ça marche. Mais le chemin est, en fait, il y a des fils à tirer qui sont identiques. Ça viendra de toute façon exactement dans les discussions sur ces leçons de vie. Évidemment, ça fait partie de mon histoire, c'est 10 ans de ma vie, c'est évidemment super important. Mais je crois que exactement finalement un documentaire comme celui d'Orelsan, la morale, t'as raison, c'est à peu près la même. Et alors justement, on a retrouvé quelqu'un qui t'a suivi pendant des années, qui te filmait à ton insu. Papa, t'es non, là, ça va être Papa Noël Gallagher, High Flying Birds. On écoute. Ça aussi, c'est chouette. Je découvre toujours les playlists le jour J. Ouais. Voir en direct. Là, j'ai regardé un peu. Quand j'ai vu que t'avais commencé avec Jean-Jacques Goldman, je suis allé. Ça va être le running gag, hein, mais je t'ai. Là, on t'a demandé une musique pour nous replonger dans les débuts de Wittim devenu Anjaro. Et t'as choisi celle-là. Déjà parce qu'elle s'appelle Open the Door, See What You Find. Et c'est un peu le jeu des débuts. Et ouais, et je crois que déjà à l'époque j'en avais conscience, et je crois que profondément j'ai monté ma boîte exactement pour cette raison-là. Pour voir ce qu'il y a derrière la porte. Et c'est marrant parce que on a fait un verre avec les actionnaires, et j'ai cité cette chanson le jour où on a fêté l'exit avec les actionnaires. Et là derrière toi, une porte jaune. Et ben voilà. Dans le logo Cash Out. Alors elle s'ouvre ou elle... Il y en a qu'on ouvre, il y en a qu'on ferme. C'est pas ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est vraiment... C'est là, c'est plutôt la porte de sortie a priori. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça ouvre vers d'autres choses. Il y a quelque chose derrière. Il y a deux côtés une porte. Ouais, exactement. Ouais. C'est emmerdant sinon. Non, c'est un mur. Et derrière, le chat est-il vivant ou mort? Voilà. Ah bah ça, faut faire de la physique quantique. Et c'est vraiment, en plus, à titre personnel, Noël Gallagher, Oasis et Noël Gallagher me suivent depuis des années et des années. Enfin, c'est vraiment. Je crois que c'était toi qui les suivais. C'est ce que je dirais. Et c'est vrai que ça, en l'occurrence, c'est le dernier album, donc c'était vraiment au moment de l'exit et compagnie, quoi. J'ai écouté un de ces albums, j'ai eu l'idée à peu près de la boîte, la première idée avec mon associé Benoît, une semaine avant de rencontrer ma femme, et avec ma femme, on écoutait tout le temps son deuxième album solo. Enfin, c'est vraiment Wittim et Anjaro. J'ai énormément de moments qui sont reliés à des chansons de Oasis et Noël Gallagher. C'est beau parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont pétés avec des débuts de boîte. Bravo. L'histoire finit bien. C'est rigolo parce que j'imagine, faudra lui demander après tout, quoi. Mais en l'occurrence, elle m'a connu qu'entrepreneur. C'était hallucinant parce qu'elle en met pas du tout à la base, pas du tout. Moi, j'étais junior en ressources humaines dans des grosses boîtes. J'avais rien à voir avec tout ça. Mais elle m'a connu que comme ça finalement. Donc il n'y avait pas d'avant-après. Tu t'es demandé quand t'as arrêté la boîte ce qu'elle est
Alors déjà à ce moment-là j'avais plus de la pitié pour elle parce que j'étais difficile à mon avis à la fin. Ouais. Punaise, l'entrepreneur qui en est à je sais pas 7 mois de process, qui a vu les trucs partir ou revenir, c'est bon quoi, elle en a pris quand même. Ouais. On parlera des montagnes russes d'une session et en l'occurrence de la tienne juste après. Ce qui est intéressant là, et on va faire court parce qu'on pourrait faire 2 heures sur à peu près tous les sujets. Mais la boîte, WeTeam, devenue Anjaro, ça fait quoi? Qu'on projette le business et ce qui va in fine intéresser Silae. Ouais, bien sûr. En fait, c'est on se lance, on fait de l'intérim dans l'hôtellerie-restauration. Au tout début, avant de monter la boîte, je posais des jours de congé de mon ancien employeur pour aller faire du porte-à-porte dans tous les restos de Paris. En vrai, je pense que j'en ai fait mais une part ultra significative avec un petit flyer qu'on s'était créé. Et, c'est en 2014, début 2015, quoi. Donc, on fait ça, on se lance. Et alors, je sais pas, il y a un truc, un spatio-temporel un peu bizarre, c'est qu'on est 7 ou 8 boîtes à se lancer en l'espace d'1 an. Je pense que tu regardes les cabis, t'hallucines. C'est vraiment les... Et en même temps, en vrai, c'était enfin, c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre. Non. Je pense qu'il y avait de ça. Je pense aussi que finalement, Uber en France, c'était il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, on est en 2014-2015. Moi, je me rappelle, je rentre d'Australie et en 2013, je découvre un peu Uber en France. 2012-2013. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils arrivent et moi, je crois que je suis à l'étranger à ce moment-là. Et donc, finalement, je pense que tous, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui peut comme ça être un truc à la demande? Ok, bah le marché du travail. Quel est le marché du travail qui a le plus besoin de staff à la demande? La restauration, la santé et pour puis peut-être la récurrence permanente. Et voilà. Et donc en fait les gens, en fait, je pense que ça vient plus du modèle Uber qu'on a voulu répliquer dans d'autres domaines que du fait qu'il y avait une pénurie de main d'œuvre précise. Et on se lance. En vrai, moi je pense qu'on n'était pas très bon pour ce truc-là. Non mais c'est vrai. Et donc on pivote. Et on devient une plateforme SaaS qui permet à plutôt des grandes organisations de trouver du personnel en urgence dans leur écosystème. Alors en fait, il y a un chemin un peu plus long que ça. Hein. Au début, on permettait à du personnel d'être détaché d'un site à un autre dans des grands groupes. Et puis ça a évolué pour arriver vraiment à cette vue à 360 degrés sur le personnel disponible. Alors on a démarré avec Elior, on a assez rapidement eu Sodexo. C'est des beaux comptes. Hein. Ah non mais c'est hallucinant le début. Mais tu l'expliques comment ça? On tombe sur 1 ou 2 visionnaires dans des groupes. Je cite tout le temps un type qui s'appelle Frédéric Galliat chez Elior qui à l'époque mais les premiers faut les citer. Hein. Ah mais merci. Je le vois ce soir d'ailleurs parce qu'on fait une soirée Team Starter en l'occurrence et je l'ai invité quoi. Je l'invite systématiquement Frédéric. je lui dois tellement à Frédéric. Donc voilà. Derrière chez Sodexo pareil. C'est marrant parce que hier je lui ai rendu service en coachant quelqu'un de son entourage qui veut lancer une boîte. Et pourquoi? Parce que Maria, elle était, je sais même plus ce qu'elle faisait chez Sodexo. On va dire qu'elle était à la strat ou au marketing, je sais pas exactement. Et en fait, elle m'accompagnait dans les rendez-vous. C'est hallucinant avec des opérationnels pour être sûr de pas me faire tège. Grosso modo. Le vrai sponsor, quoi. Qui disait, en gros, qui avait bien compris que c'était très difficile de relier une vision. Surtout qu'au début, tu vas un peu trop à la vision. Ouais. Et relier la déclinaison opérationnelle dans le groupe. Là où les gens, leur premier réflexe, c'est de dire non mais on fait déjà. Ouais, tu fais déjà, mais tu mets 5 fois plus de temps. Mais ça, le dialogue, il est souvent rompu un peu avant parce que t'es maladroit, parce que... Et ça, c'est énorme parce que, en fait, quand t'es une start-up, aller vendre dans un grand groupe, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est les 12 travaux d'Astérix. Tu vas d'un étage à l'autre, tu te fais rembarrer. Je crois que à l'époque, j'avais ce côté, la jeunesse aide, je pense, dans le côté, il y a des gens qui ont vraiment envie de t'aider. Moi, j'en suis persuadé. Ouais. Là, c'était des Sherpas pour toi, quoi. Ah, c'est incroyable. Il y a vraiment eu ça qui a beaucoup joué. Des gens qui te prennent sous leur aile et donc Frédéric, c'était une relation un peu différente. Maria, clairement, il y avait ce côté-là. Des gens de mon âge, donc junior, qui étaient convaincus du truc et qui portaient l'idée. J'ai eu ça chez Engie, par exemple, à l'époque. Et donc, ça m'a permis d'aller trouver les premiers visionnaires. Et en fait...
Une fois que tu as les premiers, une fois que tu as les premiers, c'est plus facile d'aller convaincre les autres avec des case studies. Bah oui et non. Nous, on a eu un vrai, c'est pour ceux qui connaissent le bouquin Crossing the Chasm, quoi. On a vraiment eu un chasme assez important, quoi, parce que on a fait une erreur, c'est qu'à force de vendre à la vision, le jour où on s'est retrouvé à devoir vendre à des opérationnels très pragmatiques, c'est vraiment le truc de cette théorie, quoi. Bah en fait, on n'avait pas le discours, on n'avait pas l'outil. Notre outil, il était sexy pour un décisionnaire, mais pas forcément pour quelqu'un qui va devoir l'opérer en tant que tel. Et le What's in it for me pour l'opérationnel, il n'était pas bien véhiculé, je pense. Et on a eu un moment assez difficile. Et puis je pense que c'était pile le moment. Comme en fait, on avait des méga contrats, on a très vite intéressé du monde pour lever de l'argent. Et donc, on n'avait pas complètement réglé ce truc de PMF. Et on a levé à ce moment-là. Et donc la manière dont on a structuré la boîte était un peu bancale, je pense, au final. Et donc on parlait de porte, on s'en est pris 2 ou 3, quoi. Ouais. Ça a été une période assez compliquée. Ouais. Là, on parle du produit, des utilisateurs. Tu viens d'évoquer le sujet de la levée de fonds. C'est quelque chose qui, pareil, après coup, des années après, tu questionnes, et on en parlait encore tout à l'heure. Je veux bien que tu nous partages les grands apprentissages, en tout cas les tiens. Ouais. Bah, le grand apprentissage, je crois, si on doit vraiment très très rapidement le résumer, c'est oublie pas que en fait tout se rassemble à la fin. J'ai pas envie de dire paye, c'est pour ça que je trouvais un mot, parce que c'est pas forcément ça. C'est pas que des claques, heureusement d'ailleurs, sinon on serait encore moins à y aller, déjà qu'on n'est pas tant que ça à monter des boîtes. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une somme de décisions dont parfois tu mesures pas forcément les conséquences et qui pourront, dans des scénarios, on va dire, en dehors des scénarios stellaires, qui auront des conséquences, forcément. Un truc que tout le monde peut comprendre, des liquidités préférentielles. Alors nous, on a eu plutôt du bol là-dessus. Enfin, on n'a pas eu le sujet, mais la réalité, c'est que des liquides préf, si, comme la très grande majorité des entrepreneurs, à un moment, ça tangue, elle risque d'être activée. Et là, ton pourcentage de détention, il veut dire un peu moins que ce qu'il veut dire si jamais tu as une super croissance. Plein de choses comme ça, en fait. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Il y a des choses qu'on ne comprend, qu'on ne lit correctement qu'à la fin. Je crois que c'est mon apprentissage essentiel. L'autre, c'est important de ne pas se mentir à soi-même sur ce qu'on veut atteindre. Quand on veut l'atteindre, parce que, et je pense que même un investisseur chevronné le dira, il n'y a pas du tout que la levée de fonds pour arriver à ses fins. Et notamment, si t'es un peu égoïste, grosso modo, si ta détention personnelle est importante. Si tu veux changer le monde et avoir un impact très vite, très haut, très fort, et sous-entendu que tu exécutes bien, ce qui est encore un autre sujet, c'est vrai que la levée de fonds, ça a vachement d'avantages, quoi. Si ton objectif, c'est de te faire 3 ou 4 millions d'euros, avoir 30% d'une boîte qui en vaut 10 millions, c'est plus facile que 10% d'une boîte qui en vaut 40, quoi, pour la faire un peu courte. Il y a plein de nuances là-dedans, il y a plein de gens qui pourraient me contredire, chacun son histoire, mais toujours. Je pense que c'est en tout cas, il faut savoir quel type d'entrepreneuriat on veut vivre. En fait, il faut faire les choix en conscience. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est pas se faire avoir par les effets de mode, et notamment quand, comme nous, on était jeunes. Enfin, c'est bête parce qu'il y en a plein qui se font avoir en étant plus vieux aussi, j'imagine, mais c'est bien réfléchir à ce qu'on veut, à l'aventure qu'on veut vivre. Parce qu'une fois qu'on fait rentrer du monde, on définit un peu moins les règles du jeu. Ouais, mais quand tu réfléchis, forcément tu parles aux gens autour de toi, tu demandes des avis, tu te projettes, tu lis des choses. Et la part d'influence extérieure dans ta réflexion ou la part d'écoute de ton instinct, c'est quoi pour toi la bonne dose en tant qu'entrepreneur? Comment tu gères ça? Déjà, les influences, elles sont pas obligées de te tourner vers les levées de fonds, quoi. Je veux dire, c'est parce que le marché est sans doute très accessible. Il y a beaucoup de gens qui sont payés à te recevoir aussi dans ce monde-là. Mais tu peux trouver plein d'entrepreneurs qui ont bootstrappé, et qui vont te donner une lecture différente du marché. Mais je vois ta question autour de l'instinct. Oui, parce que la levée de fonds, là, ok, c'est un sujet maintenant sur lequel on a de la maturité. Oui, on en avait moins il y a 7-8 ans. Ouais, mais voilà, il y a d'autres sujets peut-être qui vont se présenter à des entrepreneurs d'aujourd'hui, quoi. Si je dois
Moi, je crois que la clé pour comprendre quel instinct faut suivre, c'est déjà d'être d'accord sur un peu quel est le cadre dans lequel on veut jouer. Quel est le set de valeurs que je vais mettre en place dans lequel je vais vouloir jouer. Si je me dis que pour gagner, je veux gagner dans telles conditions, en respectant tel type de valeurs, tel type de relation avec mon écosystème, ça va derrière guider mon instinct. C'est un peu méta ce que je suis en train de raconter, mais pourtant je pense que c'est absolument important. Si t'es droit dans tes pompes, grosso modo, tu vas avoir beaucoup plus confiance en ton instinct parce que tu vas comprendre les conséquences de différents choix par rapport au cadre que tu t'étais fixé. C'est en gros, pour la faire très simple, si tu considères que il faut dans tes règles, il faut jamais burner parce que il faut rester bon paysan, c'est la manière dont tu veux gagner, dont tu vas lire le succès de ton entreprise. Et typiquement là, ton instinct qui va te dire si tu lèves de l'argent, tu vas mettre en danger, tu vas pouvoir le relier au fait que tu t'étais dit, bon, c'est facile comme cas, hein, mais je peux pas burner d'argent, voilà. Si jamais tu considères que le partage de valeur avec tes collaborateurs, ça je pense que c'est un très bon point, est extrêmement important, ça veut dire que dans la manière dont tu vas dessiner ta table de capi, il va falloir prendre ce truc-là en considération beaucoup plus que d'autres choses, voilà, ça serait peut-être un exemple un peu plus pertinent. Voilà, donc pour ça, il faut être au clair dès le début. Au moment, on va dire 1 an avant la session, t'as quelques chiffres sur la boîte que tu peux partager? À quel moment, pardon? Globalement 1 an avant la session à Sillae. Je te demande pas 2 jours. Mais ouais, globalement, comprendre à quel moment ils vont arriver. Quel est à peu près l'état de la boîte? Ce que je peux te dire, c'est que je commence à... Et honnêtement, c'est pas pour bluffer, j'aurais du mal exactement à le mettre dans le temps maintenant, mais je commence vraiment à me poser des questions et comprendre qu'on a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous quand on passe les 5 millions d'ARR. Ça, je le dis vraiment à tout le monde, ça te change ton paradigme. Donc ce moment-là, c'est le moment Pourquoi 5 et pas 4 ou C'est assez bizarre, moi je trouve que c'est la réaction du marché. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, toujours pareil, ça se trouve, comme tu dis, ça se trouve c'est 4, j'en sais rien. Peut-être qu'à ce moment-là, le marché, il y avait une règle un peu implicite ou quelqu'un d'influence qui avait dit que 5 c'était différent. Non mais je pense que 5, le PI commence à te regarder un petit peu, tu commences un petit peu à parler du PI, je trouve. PI, Private Equity, voilà, des fonds un peu plus gros, un peu plus qui vont chercher d'autres formes de return. Le build-up aussi, je trouve, commence à te regarder un petit peu différemment parce que t'amènes plus qu'un produit, t'amènes aussi du revenu significatif sur leur base. Donc je pense que t'as un certain nombre de choses qui viennent s'accumuler, qui font que la typologie de fonds change quand tu network. Les entrepreneurs à qui tu parles, demandes conseil, eux aussi te regardent un petit peu différemment, commencent à se dire tiens, moi ce genre de choses, elles pourraient m'intéresser. Et c'est là où je pense que je refais un tour, je reparle avec mes actionnaires et on décide de lancer les opérations. Ça doit pas être très longtemps après. la boîte, vous l'avez lancée à 3, 4. À ce moment-là, je sais qu'il y en a qui sont partis. Ouais. Et vous êtes encore 2? Ouais. Ok. Donc là, on va entamer toute cette phase de négo à 2 associés, encore opérationnels. Et on va parler de cette phase. On va rentrer dans les négos avec Feu Chatterton, Monde Nouveau. J'ai découvert cette année seulement celle-là et je la kiffe. C'est le fondateur de Groover dans un déj qui m'a dit tu connais cette chanson, c'est un moment incroyable à la fin. Tout le monde se serre dans les bras. À moitié épaillis, on se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro.
faire de demain? J'aurais imaginé que ça aurait pu être une musique pour la nouvelle vie qui s'offre à toi, où t'as toujours la question, et maintenant je fais quoi? Pourquoi ce monde nouveau? C'est monde nouveau dans les négociations avec cette typologie d'acteurs. Pourquoi en fait? C'est un message plutôt positif. Hein. C'est vraiment il y a quelque chose de complètement nouveau qui va s'ouvrir à toi, à ta boîte, à plein de choses. Au début, quand tu démarres le process, si tu le prends du côté exaltant du truc, il y a vraiment ce côté-là qui se passe de demain, ça va être quoi, avec quelle carte, que je trouve hyper ça, j'ai toujours adoré ça dans les moments les rounds de financement et en l'occurrence l'exit, ce côté qu'est-ce que ça ouvre, je trouve ça hyper exaltant dans cette forme d'entrepreneuriat. C'est quoi? C'est le côté aussi négo qui t'éclate? Pas du tout. Alors non, j'aime pas le bluff, j'aime pas ces trucs-là, ça fait vraiment, je trouve ça chiant à mourir. J'aime pas ce truc où au final ce que je n'aime vraiment pas, c'est ce truc où on va devoir écrire une histoire commune ensemble. Et pourtant, on essaie quand même de fumer l'autre à certains moments de la négo, tu vois. Est-ce qu'on peut pas tenter vraiment de se dire, ok, le middle ground, il est là, comment on le construit? Et en fait, ça se passe rarement, voire jamais comme ça. Et ça m'agace, parce que c'est la nature humaine, j'y peux rien, mais ça me saoule. Donc non, la négo, certainement pas. Et alors du coup, c'est quoi qui t'éclate? C'est justement de projeter les possibles, quelles vont être les synergies, pour quel projet? Ouais. Ça, j'adore ce côté. Il y a un petit côté rêve de gamin, quoi. Là-dedans, d'un coup, t'as un univers d'impossible qui est en train de s'ouvrir à toi, et donc t'es au tout début de ce moment-là, au tout début de l'éventail, là. Alors moi, je reviens au tout début, avant de parler de négo. Il faut se poser la question de je vends pas. Qu'est-ce qui vous amène à ça? La question, elle s'est posée un petit peu différemment. Enfin, en fait, on a fait Je préférais l'invité d'avant qui avait dit que je posais des super questions. Non, mais en gros, on a fait un dual track. La réalité, c'est qu'on est allé un peu interroger le marché. Moment compliqué, c'est le début de la crise qu'on est en train de vivre, en fait. Donc, tout le monde sent le marché se retourner. Nous, on burn encore de l'argent. Donc, on sait qu'on est un peu moins sexy qu'on a pu l'être. C'est un sujet super important. Tu parles d'un dual track. Quand tu vas faire un dual track, t'as quand même décidé quelque chose. T'as quand même une idée derrière la tête. Parce que le dual track en mode, en fait, on verra bien ce qui se passe. Bah, j'y crois moyen, quoi. En vrai. Il bluffe. Ouais, je crois que tu bluffes. Non, je pense que ça dépendait beaucoup des conditions. Moi, je voulais un peu de liquidité. D'accord. Ça, c'est sûr. Voilà. Je pense que ça dépendait beaucoup des conditions. Faut se rappeler qu'on sortait d'une période où, franchement, avoir un cash out sur une levée de fonds, alors ça s'est vite retourné, hein, et moi, c'était pas trop le cas. J'étais assez frappé par ça, mais ouais, je voulais un truc pour moi. Ça, c'est sûr. Oui, sécurisé. Voilà. On avait fait un bridge il y a pas si longtemps. Moi, le management, on avait mis un peu. Enfin, j'avais un peu envie d'avoir un payback à un moment ou à un autre. Ça a joué. C'est sûr. Après, je pense en effet que les événements se sont enchaînés vraiment assez rapidement. Enfin, c'est bête, mais j'ai été papa à ce moment-là. Alors c'est marrant, ça revient souvent, je m'en rends compte assez naturellement, mais au moment où... des moments où... Ouais. Bah ouais, en fait, tu te poses plein de questions. Et moi, Lily, à ce moment-là, ma grande, elle avait un peu moins d'1 an. Au moment où on se pose toutes ces questions, même elle venait de naître quasiment quand on commence à se poser ces questions. Et donc tu te dis, ok, t'en es où? C'est quoi tes priorités? Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui viennent se mélanger. En tout cas, moi, c'était vraiment un moment de vie particulier, peut-être par rapport à d'autres, au moment où ils décident de leur exit, où il y a beaucoup de choses sur ma vie perso, je pense, qui viennent un peu se frotter. Se frotter, ouais. Je rappelle que pour les auditeurs, un dual track, ça veut dire qu'en même temps, tu cherches à lever, donc tu rencontres certains acteurs des fonds d'investissement, et en même temps, potentiellement, tu vas vendre parce que tu rencontres des corporates, ou en tout cas des acteurs qui peuvent racheter majoritairement ou complètement la boîte. C'est ça. Et est-ce que ça rend pas un peu schizophrène? Et est-ce que les gens à qui tu parles, en fonction des cas, ils risquent pas de pas te prendre dans certains cas au sérieux?
Bah, faut les appeler, je crois, mais franchement, j'ai pas particulièrement la sensation d'avoir été plus ou moins mauvais, plus ou moins passionné. Je pense que les 2 scénarios s'écrivaient pas trop mal. Je trouve l'exercice à la limite de l'exit plus compliqué parce que tu rencontres des acteurs finalement qui ont des profils assez différents. D'industries différentes. Donc à chaque fois, il faut quand même construire des synergies avec des gens qui n'ont pas les mêmes atouts. Oui, mais est-ce que quand tu es en train, tu parles à des gens pour vendre ta boîte, à un moment donné, le marché c'est quand même un petit monde. Est-ce que c'est pas la position d'expliquer à un fonds que tu vas tout casser, que tu vas lever beaucoup d'argent pour atteindre une énorme valo, etc. dans quelques années? Est-ce que c'est pas compliqué si jamais eux, ils apprennent ou ils savent ou ils sentent que potentiellement t'es aussi vendeur, quoi? Et j'y ai pas été confronté, en tout cas pas que je sache. D'accord. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc peut-être que ça m'a joué des tours, mais que je le sais pas. Hein. C'est complètement possible. Moi, j'étais plutôt sincère, je crois vraiment avec les gens. Les 2 scénarios pouvaient m'intéresser. J'avais un board avec beaucoup de monde. Je sais que j'avais quand même en tête que le board se consolide un peu parce que c'était assez dur à manager, d'avoir 8 personnes autour de la table. Enfin, c'était difficile de mettre tout le monde d'accord. Donc ça, je sais que j'avais quelques conditions sur une levée de fonds, mais continuer, en tout cas au moment où je lance le process, ça m'inquiète pas particulièrement. Après, là où je te rejoins, c'est que je sais pas exactement à quel moment je me suis senti plus fatigué. Il y a eu un moment de rupture pour moi où mais peut-être qu'en fait, en rencontrant des acteurs, j'ai peut-être switché. Mais c'est peut-être aussi le process en lui-même qui t'a fatigué, et surtout si tu fais un dual track. Et puis peut-être la perspective d'un coup de se dire, attends, je commence à comprendre ce que vaut ma boîte, les perspectives et compagnie, et finalement, ce moment où tu commences à comprendre que quelqu'un va te tendre un chèque, et honnêtement, c'est là, petite épiphanie pour moi, je l'ai jamais pensé comme ça, mais peut-être qu'il y a eu un moment en regardant dans le passé où j'ai compris, que la personne qui me tendait un chèque, qui me disait voilà la porte de sortie pour reprendre le logo, ça m'intéressait plus, quoi. Peut-être qu'il y a un moment où je me suis réveillé sur ce truc-là, je me suis dit ok, c'est cette voie-là que je vais suivre. C'est concrétisé, quoi. T'as évoqué l'exercice particulier de se mettre dans la peau de plein d'acteurs très différents pour penser à chaque fois les synergies sur la table. Donc on connaît le repreneur final, s'il a est, mais c'est quoi les typologies d'acteurs qui s'intéressent à une boîte comme Anjaro? Logiciel, intérim, HR Tech de manière... c'est des grosses HR Tech dans le recrutement, ce genre de choses. Okay. Voilà, un petit peu d'européens, des gros éditeurs SIRH et paye européens. Sur les 6-7 que tu rencontres? Plus Ouais. Une douzaine? Ouais, je pense à peu près de mémoire. Okay. Combien vont faire une offre ou montrer en tout cas intéressés? De mémoire, faudrait leur demander à quel point ils étaient sérieux, parce que en fait s'il a dégaine très vite, s'il a dégaine très vite, en fait. Je l'ai rencontré en septembre, en mi-octobre, j'ai une term sheet, quoi. Ça va super vite. Et c'est pour signer que ça prend plus de temps. Ouais, ça a été après pour plein de raisons, mais je dirais 4 acteurs en comptant Silae qui regardaient le dossier assez sérieusement. Ouais, quand même. Et tu vas avoir 4 offres à la fin à comparer? Non, parce que ça va trop vite. J'ai des indications assez fortes. Les autres n'ont pas suivi, quoi, en vitesse. Ouais. Ils ont pas ça allait tellement vite. C'est une force énorme pour eux d'être capable de shooter en un mois aussi vite. Ouais, mais tellement vite. Prennent de vitesse les concurrents, en fait. Et donc voilà, et donc on se dit. Ouais, mais du coup après t'as plus d'autres options. C'est le but. Ça va très très vite. Et je pense que ils avaient aligné pas mal de paramètres pour faire en sorte que le truc aille assez vite, ouais. À la fin, ça se conclut, mais il n'y a pas une session, une négo qui se passe de manière linéaire et simple. C'est quoi les moments un peu clés de la négo où eux ou vous avez dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, là-dessus pour moi c'est un no-go mais on va trouver une solution.
C'est quoi les grands temps forts là de cette négo? Je pense que le premier temps fort, c'est évidemment d'aligner justement tes actionnaires sur la term sheet qui est proposée, les parties prenantes chez toi, quoi, finalement. La term sheet sera la proposition finale? Il y aura des ajustements. Parce qu'on va traverser en fait une tempête d'écosystèmes en fait dans les 3 mois qui vont suivre Donc c'est la fameuse banque Silicon Valley Bank merci. qui se casse la tronche et je me rappelle, c'est un des moments, c'est le moment le plus fort du deal parce que je suis avec mes parents viennent nous rendre visite en fait et donc je suis avec ma femme, ma fille et mes parents dans un café et là littéralement le cliché des notifications qui s'enchaînent sur ton téléphone où tu reçois faillite du truc et là vraiment je pense que je C'est quoi? C'est des notifs Twitter, non, vraiment les tous médias. les proches, Les médias. ok. Les médias et moi tout de suite j'envoie des messages en disant qu'est-ce que ça veut dire à ma banque d'affaires et je comprends dans les réponses que ça veut dire on sait pas mais ça pue quoi. Ça pue, je veux dire l'écosystème voilà, je me rappelle d'avoir un peu vécu ça au moment du Covid au moment de ma série B et là je prends vraiment une baffe mais je blémis et Parce que là, t'es dans la dernière ligne droite. là je suis dans la dernière ligne droite. Je suis vraiment est-ce qu'on n'a pas dit non aux autres, je me demande, je sais plus trop quoi, mais en gros grand moment de solitude, grand moment de solitude, c'est un des pires moments, genre un instant précis que je puisse nommer de ma vie. Alors il y a plus grave dans la vie vraiment, Ouais. j'ai encore plein de temps pour me rendre compte qu'il y a des choses beaucoup plus graves, mais celui-là, bordel, c'était... T'en parles à mes parents, ils s'en souviennent, quoi. C'est vraiment... ça les a marqués. Pourquoi t'es tout blanc? Ouais, puis vraiment, c'est... qu'est-ce que tu t'infliges, quoi. C'est plus dans ce sens-là. C'est te transformer physiquement en une fraction de seconde comme ça. Je crois que moi-même, je réalise pas exactement ce qui se passait. À chaque fois que je passe devant ce café, je me fais mais T'es rentré ou pas? Oui, une fois, on m'a invité à Dej complètement par hasard et j'arrive devant, je fais ah tiens, je connais ici. Ah bah c'est vachement mieux que la dernière fois. La table là-bas, exactement. C'est important de remonter sur le vélo. Ouais. Ou Ouais. sur le cheval, ouais. Exactement, ou le vélo en l'occurrence. Ouais. Ouais. Et c'était très sympa en plus ce café, c'est dommage. Et ça a été un moment assez fort parce que tout l'écosystème a tout remis en cause. Tout le monde à ce moment-là se pose des questions. Ça veut dire quoi? Attends, là donc t'as ces notifs, tout le monde te dit on sait pas mais ça pue, et à un moment ça va avoir un impact sur le deal et dans les négos. Exact. Bah tu passes en. Enfin moi la manière dont je le lis maintenant c'est que tu passes en. Moi je trouve que tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle parce que t'as une météorite qui vient de percuter là, qui vient de percuter le marché. Tu peux rien faire. Tu peux pas te protéger en fait. Il y a pas de moyen et donc évidemment. Le rapport dans la négo change complètement. C'est normal. Et heureusement pour moi, à ce moment-là, j'avais dans mon board des gens, je pense notamment à Bernard Liotto, qui... fondateur de Business Object. Voilà, Valderton, qui a absolument tenu son rang, quoi, et qui monte au front pour défendre le projet. Voilà, qui joue, je pense, son rôle au moment où toi, t'es plus dans une position... de toute façon, c'est plus ton rôle dans la négo. En gros, faut un nouveau joueur dans ces cas-là. Non, mais c'est vrai, il faut quelqu'un qui arrive et qui puisse apporter un ton nouveau, qui puisse représenter les intérêts de manière différente, montrer montrer qu'il y a un écosystème autour de la boîte, quoi. Et Bernard l'a fait avec toute son expérience, avec brio, et c'est ce qui nous a permis d'aller. Je sais pas si, enfin. En tout cas, c'est ce qui nous a permis d'aller au bout dans des conditions honorables. Tu sais pas ce qui se serait passé s'il avait pas. Peut-être qu'il se serait rien passé. Ouais. Peut-être qu'il se serait rien passé, mais dans un moment où t'es dans le doute, d'avoir ces mouvements qui se font, ça. Voilà, ça rassure. D'avoir quelqu'un qui vient stand-up, qui vient montrer que c'est pas un entrepreneur tout seul, avec encore une fois cette météorite qui vient percuter, ça joue énormément. Ça permet de... si le rapport de force devait se déséquilibrer, ça permet de le rééquilibrer. On va le dire comme ça. Et ça joue
énormément dans la réussite du deal. Autre moment clé ou sujet de négo? Moi, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu d'assez fort dans tout ça? J'étais je pense que la suite de l'aventure était un moment assez important pour moi. Après la vente. Ouais. Bah justement, on va raconter. Magnifique. On était là pour ça. Et on part avec Oasis, Slide Away. Je suis content de ce choix. Nous aussi. Je vous ai mis les paroles pour vous voir chanter. Hein. Ah. C'est toi qu'on veut voir chanter, Tom. Ouais. Ah, je les ai faites en live, celle-là, c'était beau. Sur scène? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Non, dans un bar. Dans le public, en fait, quoi. Tout simplement. Pour ton podcast musical, vu que c'est comme ça que t'as introduit, franchement, la voix du mec, c'est quand même exceptionnel. Ah, tu me fais rougir. Ah non, pardon. Mais merci. Je t'en prie. Le signing est passé. Ça y est, il va être temps d'embarquer, de commencer à créer les synergies. T'es loqué à ce moment-là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 ans. Avec, on n'a pas parlé, et je ne sais pas à quel point c'est confidentiel pareil, mais dans le deal, le pourcentage de cash, d'equity, d'objectifs à aller chercher. Ça dépend de où tu te positionnes, grosso modo, mais pour moi, ça pouvait représenter une part significative, quoi. Voilà. De earn-out? Ouais, d'earn-out, exactement. Ok, plus de 50%? Non, on n'était pas là-dessus. On n'était pas là-dessus. En montant. Okay. Voilà. Oui, en montant. On n'était pas du tout là-dessus. Et en fait, ça rentre. C'est pour ça que j'ai choisi Slide Away, c'est que assez rapidement, je comprends que va falloir potentiellement passer à côté et laisser partir, quoi. Pour moi, mon bien-être perso, et qui n'a absolument rien à voir, je pense, avec le repreneur. Non. Ouais. En fait, c'est une question. C'est ton rapport à. Plus de jus. J'ai plus le jus de m'adapter à un nouveau paradigme, tout en devant faire le service après-vente avec mes anciens collaborateurs, sachant que l'organisation de Silae fait que t'as pas de patron de business unit, voilà. Donc en fait, moi d'un coup, je suis plus patron d'Anjaro, quoi. Du jour au lendemain. C'est comme ça, quasiment. Évidemment que tu fais, oui, il y a zéro problème là-dedans. Enfin, vraiment, il y a pas de problème. De toute façon, la réalité, c'est que c'est comme ça. C'est le jeu. Et donc, tu perds vachement, évidemment, en influence. Tu te retrouves, évidemment, avec... Et donc, en envie aussi. Et en gros, ouais, il me propose un poste super cool. Franchement, enfin, pas grand-chose à dire, mais par contre, faut s'adapter, quoi. D'un coup, va falloir... Ouais, c'est comme si tu recréais une boîte, en fait, et si t'es pas à un moment où t'es hyper... dispo. Hyper en forme, avec vachement de jus, vachement de... Ouais. Et là, c'est compliqué, mais je le vois, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'être positif. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que tu veux pas devenir ce mec toxique dans une organisation. Et tu te vois le devenir petit à petit. Moi, je voyais que j'étais pas bien, j'étais pas moi-même, j'étais... Donc t'embarques pas.
Ouais, puis déjà toi t'es pas embarqué, donc c'est déjà chiant. Et t'embarques pas grand monde évidemment. C'était une période assez compliquée. C'est quoi là dans la tête? C'est de la frustration? C'est juste de la fatigue ou la fatigue et de pas être à l'énergie que tu veux, avec l'intensité que tu veux, là où t'es, crée de la frustration. Je trouve qu'il y a vachement de solitude là-dedans. C'est-à-dire là, que c'est vraiment seul avec du monde autour pour le coup. Ouais, bah c'était complètement lié. Bah, tu vois, c'est vraiment, j'aurais pu la mettre là, mais pas vraiment, parce que il y avait évidemment des choses positives. Ouais. À chaque fois que je parle d'un exit, j'ai pas encore eu l'occasion de le caser, mais on sort quand même avec un truc qui est indécent, enfin je veux dire qui est hyper cool, et donc voilà, donc non, mais toujours garder le truc. Je comprends l'importance de le dire et de le rappeler. Je pense que ça vaut le coup. Ouais. C'est important de le dire et de le rappeler. Et n'empêche qu'une fois que j'ai dit ça, et à un moment, t'as ce que tu vis, Et voilà. Et moi, en l'occurrence, en gros, j'ai l'impression évidemment que côté l'acheteur, faut intégrer, c'est compliqué. T'as des gens plus ou moins motivés pour aller intégrer la nouvelle structure. Qu'en gros, t'as des gens pas contents de ce côté-là parfois. T'as des gens pas contents dans ton équipe parce que en fait faut s'adapter à un nouveau projet, voilà, et compagnie. Dans mes anciens actionnaires, il y a des gens contents, il y en a des moins contents pour selon le moment où ils sont arrivés. Voilà. Et en fait tout ça, ça fait que moi je me sens hyper isolé quoi à ce moment-là précis. Est-ce que tu te sens pas Vas-y. Non, vas-y. T'en parles à qui de cette humeur? Parce que tu disais, en plus, tu parlais de ta femme tout à l'heure en disant la fin, franchement, je devenais odieux. Tu vois, tu disais, je sentais que je sais pas au à début, quel j'en point. parle à pas grand monde. Un petit peu, j'ai eu une coach pendant longtemps, Ophélie, on en parle un peu, mais de manière déstructurée, je crois. Pas à grand monde. Et je finis par faire un dîner d'entrepreneurs où... le fameux dîner avec Rachel. Ouais. La cour. Ouais. Et donc je la croise à ce moment-là. On a un groupe WhatsApp entre entrepreneurs de Balderton, je crois. Je crois que c'est un dîner Balderton. Et vraiment, au bout d'un moment, je me rends compte que ça va pas bien, quoi. Et donc j'envoie un message et Rachel dit vas-y, rappelle-moi, quoi. Et en gros, bouteille à la mer, quoi. Ouais. Et je l'appelle et vraiment ça va pas bien, quoi. Je me rappelle, je suis sur un vélo en libre service rue des Écoles et je dis et j'explique à Rachel, je dis ça va pas, franchement, je me lève, je suis pas content, et elle j'ai envie de pleurer. Ouais, limite j'ai franchement des fois ouais. Ouais. Et elle excuse-moi, j'ai repris tes mots que tu m'as confiés tout à l'heure, mais parce que c'est fort, 2, c'est une réalité de plein d'entrepreneurs à différents moments, mais celui soit de l'exit après des difficultés à intégrer les nouveaux paradigmes, ou l'après complet où t'as plus rien, t'as plus ton agenda, t'as moins d'appels, qui est aussi des moments pas faciles. Voilà. En fait, c'est un choc violent dans ta vie. Voilà, c'est tout. C'est un changement violent dans ta vie. C'est surtout un premier exit, évidemment, où vraiment ton univers change, quoi. Pour peu que tu viennes pas d'un monde, en tout cas, où t'es confortable financièrement, très confortable financièrement, évidemment que c'est une réadaptation. Et en fait, t'as plein de choses comme ça. C'est un peu un nouveau toi sur plein d'autres domaines. C'est comment des fois tu fantasmes un petit peu, mais t'as un peu peur de comment tes proches vont le prendre, alors que moi j'ai eu énormément de chance, je trouve, à ce niveau-là. Enfin, un régal. Et donc, bref, Rachel me dit... plein de choses, ouais. De toute façon, il y a un petit reset dans ta vie à ce moment-là, je trouve, en tout cas dans la mienne. Et je dis à... Et Rachel me dit, écoute, en gros, on est au moins la moitié d'entre nous à passer par là, et attends pas que ça tourne en dépression, on va voir un psy, quoi. Elle a eu raison. Rachel avait vendu, avant d'avoir Sweep, vendu sa première boîte. Et en gros, c'était le bon conseil. Il m'a fallu vraiment pas beaucoup de séances pour me remettre à l'endroit. Je sais pas si j'ai parlé sur toi, le bon conseil, c'est vois un psy. Ouais, exactement. Et en fait, il m'a fallu 3 séances pour me remettre le cerveau à l'endroit. Après, je continuais plus parce que ça m'amuse, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Une fois que t'es rentré là-dedans, t'apprends plein de trucs sur toi. J'allais dire, ça, c'est du ROI, hein. Ouais, mais parce qu'en fait, j'avais besoin de débloquer un premier truc qui était... c'est nouveau. Puis alors, il y avait le changement de paradigme, et puis il y avait... regarde ton aventure à toi plutôt que ton rapport aux autres, quoi.
Et c'est vrai qu'une aventure entrepreneuriale, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est selon où tu positionnes le point de départ, le succès, il se lit complètement différemment. Oh, ouais, de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, de toute l'histoire que tu nous as racontée, j'ai l'impression que tu es quelqu'un pour qui les valeurs, c'est important. Et être aligné avec ces valeurs, c'est important. Et là, de ce que aussi tu viens de dire, j'ai l'impression que dans cette période-là, tu sens... Est-ce que tu es conscient que quelque part tu te désalignes un peu, que tu te deviens... Alors, plutôt pas du tout. Au contraire, ça a été une grosse période de réalignement et ça a beaucoup joué dans ce que je faisais, dans mes placements, dans potentiellement des dons que j'ai pu faire, des trucs comme ça où parce que voilà, je marque un petit temps d'arrêt au final, quoi. Et ça, au contraire. Alors, je me sens... Cette période-là m'a énormément aidé à fixer mes valeurs, à mon avis, pour une période qui pourrait être assez longue dans ma vie. Puis on verra, hein, peut-être. j'ai vraiment cette impression-là, donc pas trop. Plus eu l'impression que j'essayais de lire une approbation chez des gens qui avaient pas forcément à me la donner, en fait, parce que c'est ni le rôle ni la séquence pour eux, ni et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des approbations qui viendront jamais, il y en a d'autres qui sont venues après, mais il y a 2 semaines, quoi, potentiellement, et c'est pas évidemment. Mais quand ils pensent, t'es patron d'une boîte, toi tu sors avec quelque chose, c'est celle-là l'histoire. Enfin, tu peux aller en chercher une autre parce qu'il y a une aventure humaine de dingue, mais il y a un temps de digestion à la fin d'une histoire et je pense que j'étais pris par le stress, par le temps, par la fatigue, et ça a fait que j'ai pas laissé le temps à cette digestion finalement. Et finalement, elle est venue évidemment naturellement. Je pense comme plein de gens sur Cash Out doivent le dire. Et j'ai eu des moments hyper cool il y a très peu de temps avec d'anciens actionnaires, d'anciens salariés, d'anciens partenaires qui sont venus renourrir ce besoin-là. Sauf que ce besoin-là, maintenant que j'ai bossé dessus, il est un peu moins fort, quoi. Ouais, mais ça fait quand même plaisir. Donc in fine, dans cette phase, pardon, j'accélère, je vois l'heure, mais tu vas pas aller au bout des 2 ans sur lesquels vous étiez mis d'accord. Donc ça veut dire aussi que tu tires un trait sur une partie sur une partie des fonds de la session, le potentiel de la session. Comment tu amènes le truc et comment à quoi globalement à quoi ressemblent les derniers jours en fait de cette aventure, et toujours avec ton point de vue, ton regard très très personnel et ton ressenti. Moi, je suis assez, en plus, vraiment pour le coup, je suis assez reconnaissant Thomas, le patron de Silae, sur ce truc-là, quoi. Ouais. Ça, c'est ultra concomitant avec la naissance de mon fils, en fait. C'est-à-dire que je vais pas bien, je suis pas très heureux. T'as pas envie de l'accueillir comme ça. Et j'ai pas envie d'accueillir mon fils comme ça. Et donc je commence à ouvrir le dialogue, en fait, le vendredi avant la naissance de mon fils, parce que je savais qu'il allait naître la semaine suivante, quand on était à terme, voilà. Et donc je lui dis, je vais pas bosser la semaine prochaine parce que c'est imminent, ça va arriver à tout moment, donc voilà. Et je dis à Thomas, par contre, je me pose des questions et tout. Est-ce que tu me garantis que, grosso modo, tu me traites bien si je décide de m'en aller, quoi. Et en gros, il me fait comprendre que ça va bien se passer, quoi. Et donc moi, je pars en me disant, ok, tu le sauras quand tu auras ton fils dans les bras, quoi. Et ce qui sous-entend, j'imagine quand même qu'en fait tu le sais déjà, mais t'as besoin d'un truc, je sais pas, j'avais besoin d'un signe, quoi, je sais pas. Et vraiment, quand Mathis est né, je me rends compte que tout ce que je veux, c'est un temps de pause. C'est vraiment, j'ai besoin d'un temps de pause. Et donc je cale un meeting à 10h le lundi suivant. Mathis est né un mardi, mercredi, je sais plus. Le lundi suivant, meeting avec Thomas, et je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut rentrer en égo pour que je m'en aille, quoi, j'ai besoin. Il me dit ok, je m'y attendais, quoi. Donc c'est bien, hyper rationnel, pro, tu vois, pas de trahison, mais pas d'émotionnel là-dedans. Non. Ouais. Ok, c'est bon, quoi. Va parler, cale-toi un meeting avec le DRH, rentrer en égo, voilà. Et j'ai plus jamais. En fait, évidemment, j'allais poser mon congé paternité. C'était le meilleur moyen. Donc, en gros, tout de suite, on se dit,
Oui, déjà, ça Reviens décale pas un trop. peu. T'es sur une création de poste, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. En gros, occupe-toi de ton fils, quoi, et on négocie en parallèle, et donc c'est ce qui se passe. Mais le DRH, il va négocier le package, mais il va pas négocier la partie du deal qui est déjà actée. Si aussi un peu. On se débrouille pour faire en sorte que tout le monde soit à peu près raccord sur ce qui a été fait, ce qui a pas été fait. Voilà, vraiment j'ai un souvenir. J'étais très stressé parce que j'avais pas encore, j'étais encore vachement dans l'émotion, dans ces trucs-là, quoi. Mais pour le coup, quand je refais le film, il y a pas un moment où j'ai l'impression qu'il se soit positionné en. Essayer de faire par. Ouais. Non, vraiment pas. Alors, j'ai beaucoup mis mes avocats en front en disant, écoutez, moi, je veux pas d'éclat de voix, je veux pas de boule au ventre, je veux pas de trucs. J'étais vraiment dans cet état-là, quoi. Ça sert à ça, les avocats. Et ouais. Ouais. Et j'étais vraiment dans cet état-là où je sentais bien que quand mon téléphone sonnait, j'étais fébrile, ce genre de choses, des choses qui sont ultra malsaines. Ouais. C'est pour ça que j'avais ce signal de un peu échappe-toi, c'est le slide away. Encore une fois, il faut faire le deuil de ce truc-là. T'as de la chance d'être confortable financièrement. En vrai, va pas chercher plus Pour plus. parce que t'es en train de te transformer là. Et il y a d'autres, tu vas le payer cher dans ta relation à ton gosse, tu vas le payer cher dans Tout donc court. Ta santé. Ouais. Ah ouais, ça a été assez limpide. Et puis et jamais personne ne m'a conseillé de faire autre chose dans mon entourage. Ça, c'est cool. Ouais. Personne ne m'a dit, t'es sûr? Parce que ceci ou cela. Qui en plus, je pense, dans l'état où t'étais à ce moment-là, m'aurait fait vriller. recogiter. Ah ouais. Ouais. J'ai eu cette et j'ai eu cette chance-là énorme de personne m'a donné de mauvais conseils à ce moment-là, je crois. Ça a beaucoup joué. Ou alors tu les as oubliés. Peut-être. Donc tu ne reviendras pas, donc il n'y a pas de dernier jour officiellement où tu fermes la porte en sachant que c'est le dernier jour. Moi je propose qu'on passe à la suite pour raconter cette nouvelle vie qui s'offre à toi une fois que tu quittes officiellement l'entreprise que tu as vendue. On l'a bien compris, il y aura le congé paternité, donc quelques nuits blanches mais pour d'autres raisons. Oui, voilà. Et des belles raisons. Pour parler de toute cette nouvelle vie jusqu'à aujourd'hui, on part avec Neil Young, Rocking in the Free World. C'est un hymne, cette chanson. Nouvelle vie, Ouais. libre. C'est ça. Libre, et justement, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure. Cette opportunité de tout réaligner avec mes valeurs, avec... quelle chance! Ça, pour moi, c'est la grande chance de l'exit. Ce moment de respiration où t'as appris énormément de choses sur toi, via des erreurs, via des bonnes choses, via des rencontres. Et moi, j'ai eu ce moment qui a pas duré si longtemps, qui a duré 4 mois, 5 mois. C'est justement, tu vois, des entrepreneurs qu'on reçoit ici, t'as ceux qui se disent je prends le temps, mais faut
parfois pas que ça dure trop longtemps, et ce avec la crainte en fait de pas arriver à se repositionner dans le nouveau projet, quand ils veulent se lancer dans un nouveau projet rapidement, et puis ceux qui prennent pas le temps et puis qui à la fin regrettent de pas avoir pris ce temps. Et il me semble que c'était la question sur laquelle tu voulais aller, Adrien. Tout à fait, je me disais, comment tu as vécu et comment tu vis aujourd'hui le fait d'avoir été un entrepreneur, d'avoir revendu ta société et maintenant d'être le dirigeant d'une société, mais dont tu n'es pas le propriétaire in fine? Alors je le vis très bien déjà. Non mais c'est important parce que. Est-ce que c'était pas le cas, tu le dirais? Tu serais plus. Bah là, ouais, je serais un peu emmerdé en tout cas aujourd'hui. Faut être honnête. Mais non, t'as quand même un vrai confort, je trouve. T'as un lien émotionnel qui est un peu moins intense pour plein de raisons, qui est le fait d'avoir digéré l'aventure Anjaro, puis qui est le fait d'arriver avec un regard beaucoup plus proche de celui d'un investisseur en fait dans l'aventure. D'avoir un mandat assez clair au jour où tu arrives auprès de tes actionnaires, auprès de tes associés. Ça a été assez facile pour moi finalement d'écrire les règles du jeu et d'essayer d'aligner un maximum les parties prenantes avec mes intérêts à moi dans la négociation du pacte, dans la négociation des parts que j'allais prendre dans la société, l'investissement que j'allais mettre. Donc c'est hyper intéressant parce que je suis un peu à cheval entre le rôle d'entrepreneur et celui d'investisseur, et j'arrive à retrouver mes intérêts dans les intérêts de Vince, mon nouvel associé, et de mes actionnaires. Et donc globalement là, comment tu projettes les mois, les années qui viennent? C'est quoi ta vie là et sa direction entre Team Starter et tes fonctions, et puis peut-être les à côté aussi sur lesquels tu décides de prendre du temps maintenant? Ouais, voilà, j'ai vachement rééquilibré mon rapport au travail, en fait, mais parce que déjà, t'as plein de choses qui viennent, encore une fois, super positives, mais d'un coup, t'as de la gestion patrimoniale, quoi. Donc, faut savoir ce que tu vas faire de tout ça, donc ça prend une partie de ton temps, qui est... T'as investi sur quoi? À part les quelques boîtes dans lesquelles t'as pu investir, voilà. Mais t'as... J'ai fait... alors, j'ai un peu aussi mis dans Team Starter. Je suis un peu d'immobilier dans le Nord, d'où je viens, quoi. Grosso modo. J'ai fait quelques dons en des assos, voilà. Dans foot féminin, ce genre de choses, par exemple. Assez rigolo. Et des trucs d'égalité des chances, ce genre de choses aussi, quoi. Et puis ouais, un peu d'investissement dans des startups à impact, grosso modo, de la santé, ce genre de choses. Et puis ça, c'est déjà pas mal. Ouais, pas mal. Donc tout ça prend une partie de... Ça prend une partie de ton temps. Moi, j'ai voulu me retrouver. Parce que à la base, c'est pas ton métier. Pas du tout. Donc, et puis, ça m'amuse pas terriblement. Comme partie de ma vie. C'est un truc qui m'embête plus que ça. Bon, après, il y a des gens dont c'est le métier de. Voilà, exactement. et qui le font pour toi. Ouais. Et c'est très, très sympa, quoi. Et c'est vrai. Et puis, je suis encore toujours un peu pas très à l'aise avec l'idée de manier des gros sous dans ma vie perso. Donc, ça fait que. Ouais, je passe pas un super moment là-dedans. Non, moi, ce que j'ai voulu, c'est réorganiser ma vie pour être capable de durer dans le temps, en fait. Et donc, ça demandait de repositionner le travail dans là où c'est continuer à ce soit une part importante de ma vie, parce que j'adore ça, je suis quelqu'un de passionné, voilà. Mais sacraliser des moments, évidemment, avec mes gamins, je l'ai toujours fait. Mais un peu en conscience, un peu plus en conscience. Et bloqué, ouais. Voilà, ouais. Pour le sport, un peu plus en conscience. Voilà, des trucs comme ça pour... En fait, je crois que j'ai réussi à me dire, ok, c'est quoi les 3-4 pans de ta vie que tu veux prioriser, quitte à de temps en temps mettre des choses un petit peu de côté. Il faut savoir dire non. Ouais, voilà. Et c'est fou comme... J'avais vu une interview d'Alexandre Astier qui disait, il y a des moments dans ta vie où il faut file les choses, il faut les archiver. Ça m'a marqué parce que j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui m'est arrivé. Il a aussi dit, j'ai décidé de plus bosser avec des connards. Ouais. Et il a pas tort non plus. Ouais. Ça, c'est vrai. Et en fait, il s'est passé un... Faut qu'on parle, Sacha? C'est bon. C'est fou. Je sentais que ça... C'est assez dingue comme
quand t'as la chance de pouvoir prendre ce temps de respiration, comme j'ai l'impression d'être meilleur au boulot, comme c'est marrant, depuis le début, on a beaucoup parlé d'émotions, de ce genre de choses, de comment, de temps en temps, je me sentais pris un peu à la gorge et tout. Finalement, enfin, j'ai pas utilisé cette expression, mais c'est des choses que j'ai pu ressentir. Et ces choses-là se sont complètement évacuées de ma vie. La manière dont j'ai pris Team Starter, dont je regarde les choses, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus apaisé. Et là, je me rends compte auprès des gens qui me revoient derrière. Et je pense que c'est lié au fait que j'ai un peu fait un pacte avec moi-même pendant ces 4-5 mois de pause en disant t'as un moment là où tu t'en tires quelque chose et où justement encore une fois tu réalignes les choses, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu fais monter le pourcentage de kiff dans ta vie, quelle que soit la situation, notamment professionnelle, notamment parce que il y a des choses qui vont. Une chose que j'ai appris, c'est qu'il y a des choses qui vont me percuter au niveau pro, au niveau perso, des choses qui vont venir. Et ouais, la vie, quoi. C'est la vie. Donc en fait, tu peux pas, comme je l'ai fait un peu, ça revient à ta question initiale, tu peux pas sprinter en permanence. Tu peux pas être dans ce truc où t'es haletant en permanence à cause du boulot, à cause d'autres choses. Faut que t'apprennes et donc j'ai beaucoup en 1 an et demi maintenant bossé sur cette capacité à rester dans un rythme sain. Écoute, Tu m'enverras le numéro de ta psy. Moi, j'allais dire, j'ai économisé 3 séances de psy, là. C'est bon, j'ai tout compris. Ouais, non, mais je sais pas, ouais, encore une fois, c'est un peu méta ce que je raconte, mais ça nous parle vachement, justement. L'entrepreneuriat, c'est fou comme on est en pleine course. Tu veux que je fasse un peu d'ASMR ou pas? Déjà, on arrête le café, là. Mais grave. Ça fait 10 cafés depuis ce matin. Non, mais un truc bête, par exemple, ça, on en a parlé juste avant, mais je l'ai pas verbalisé là pendant le podcast, c'est pourquoi est-ce que je voyais autant d'urgence dans mon quotidien chez Anjaro? Et en fait, quand tu fais le bilan de toute l'histoire, quand tu te fais le replay vraiment du truc, tu te rends compte que dans toutes les choses que tu as considérées comme urgentes, franchement, je sais pas si ça se compte sur les doigts d'une main le nombre de moments où c'était vraiment si important dans l'urgence. Et j'irais même plus loin. Est-ce que le sentiment d'urgence a pas créé de la panique et donc donc des comportements déviants? Et inversement, mais parce que juste pour le débat, et j'aime bien débattre, mais le fait de mettre des choses en urgence si elles le sont pas et que tu peux les traiter, fait qu'une fois que c'est traité, tu peux passer à la suite aussi. Il y a une question d'équilibre, mais je pense que t'as sans doute raison. L'enjeu, il est moins dans l'urgence que dans la sérénité. C'est comment tu dégages un climat serein. Et j'étais pas très bon à ça, honnêtement, au début d'Anjaro. C'est marrant parce que j'ai des salariés là, qui m'ont vraiment fait le feedback spontané alors qu'ils me connaissaient pas avant en disant c'est cool, tu dégages de la sérénité dans la boîte, ça fait du bien. Eh ben, si tu savais, mon gars. À quoi t'as échappé? Les étrennes du psy là, non mais vraiment. Non, parce que évidemment pas que ça du tout. Le psy, j'en parle parce que il est caricatural. Enfin, c'est facile c'est un levier facile, un pilier facile, je trouve, à mettre en place. Puis ça personnifie un changement. Exactement, mais en vrai, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a juste de temps en temps. Est-ce que le sport c'est devenu une composante importante ces 5 dernières années dans ma vie? Et ça joue. Est-ce que de temps en temps maintenant je suis capable d'identifier que quand je suis un petit peu vénère tout seul dans mon coin, va courir 1 heure et bizarrement ça va mieux. Ah bah oui, ça faisait 3 jours que t'avais pas couru, débilos quoi. Donc en fait c'est juste que j'ai aussi trouvé des repères. Faire le replay, avoir le temps de faire le replay du truc, c'est hyper. Et pour ça tu peux pas faire important. Le replay quand tu sprintes. Et tu peux pas faire le replay quand tu sprintes. Voilà, exactement. Et ben moi je vous invite à faire replay sur cet épisode, sur les 183, non, au moins 183 heures, si ce n'est plus, de tous les épisodes Cash Out. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Un grand merci à toi, Quentin. Merci Quentin. À tous et tous, à toi évidemment, à toi, à vous qui nous regardez, à vous qui nous entendez. Je sais pas si je l'ai dit sur le précédent épisode ou si je l'ai dit là. Je l'ai dit
dit là déjà? Non. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Inouman. Alors je sais pas du coup entre temps, ça se trouve pas du tout. Mais si vous nous écoutez en podcast, on a besoin de up un tout petit peu sur YouTube. C'est 2 audiences différentes et on a besoin de faire plaisir aux algos pour faire découvrir à plus de monde aussi ces messages et ces histoires d'entrepreneurs. Donc merci à vous de jouer le jeu si vous le faites. Et en tout cas, continuez à nous envoyer tous vos MP, ça nous fait plaisir à chaque fois. Merci. Merci beaucoup. Et attends, c'est pas vraiment fini. On se quitte en musique avec le son sur lequel t'as fait la fiesta. Ouais, tu verras que c'est une fiesta particulière. Oublie pas que je biberonnais. Ouais, justement. Maman tortue, papa tortue. Évidemment, vas-y, je te laisse la lancer. Allez, tu l'as chanté, je te suis. My Father's Daughter, Olivia Vedder. Fille d'Eddie. Mais c'est pas du tout le rythme de Maman Tortue. Mais il est à la guitare dessus. Ah oui, pardon. Rare is the blood moon you show, then cover up your tracks. And through the thinning branches, I watched your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come hell or high water. Trouble came to find you.